La société civile malienne a donné de la voix cet après-midi à travers une marche de soutien au gouvernement. Elle dit non à toute division du pays et soutient le processus de réconciliation nationale. La mission du FMI au Mali s'est déroulée avec succès, c'est du moins l'avis des missionnaires. C'est pourquoi, dès début décembre, les revues du programme du Mali seront présentées au conseil d'administration de l'institution. La fête de l'Aïd El-Kébir, c'est pour très bientôt et on pense aux moutons. La vente promotionnelle, elle, a commencé ici à Bamako. C'est une initiative du gouvernement à travers le PADESO. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. La société civile malienne a organisé cet après-midi une grande marche de soutien au gouvernement. La marche visait également à s'opposer à tout projet de division du pays. Les marcheurs donc soutiennent le processus de réconciliation nationale, mais dans un Mali un et indivisible. La marche est partie de la place de la Liberté pour s'achever au monument de l'indépendance. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec notre reporter Bourama Traoré. Cela dit, autre marche, le collectif des ressortissants des régions nord vivant à Sikasso ont battu également le pavé hier pour apporter son soutien au gouvernement du Mali. À l'issue de cette activité, une déclaration a été remise aux autorités régionales. Reportage Bambi Idrissa Touré. Partie de la place des martyrs, cette marche est une initiative du collectif des ressortissants des régions nord vivant à Sikasso et sympathisants. Elle a regroupé du beau monde avec un seul objectif, apporter leur soutien au gouvernement de la République du Mali, au moment où se tiennent les pourparlers intermaliens à Alger. Sur plus de 3 km, les marcheurs ont scandé des slogans pour l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix et l'indivisibilité du Mali. Au gouvernorat où attendaient les autorités politiques et administratives, les marcheurs ont remis une déclaration. Le Coran rejette formellement toute idée de scission ou de fédéralisme, condamne cette attitude d'opposition des frères égarés à la main tendue du gouvernement en vue d'amener la paix et la cohésion sociale dans le pays. Demande au gouvernement malien de prendre toutes ses responsabilités. Oui à la négociation, oui au dialogue, oui à la réconciliation, mais l'unité du pays est sacrée. Le gouvernement, à travers le chef de l'État, a fixé des lignes rouges qui ont été expliquées à l'ensemble des Maliens, des lignes rouges dont nous en sommes convaincus ne seront pas franchies. Donc continuez à faire confiance à nos autorités, continuez à soutenir le gouvernement et tous ses amis qui œuvrent pour l'unité du Mali, pour la réconciliation au Mali. A signaler que la marche s'est déroulée sans incident et bien encadrée par les forces de l'ordre. L'assassinat odieux du Français Hervé Gourdel doit interpeller davantage la communauté internationale à aider le Mali à faire face au terrorisme dans sa partie nord. Ce sont là les propos du président de la République depuis le siège des Nations Unies. Ibrahim Boubacar Keïta exhorte ses pairs à agir au plus vite pour faire face à ce danger qui ne menace pas que le Sahel et le Mali. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Ibrahim Akouloubadi. L'actualité s'est mise au service du Mali. Nous ne cessons de dire que nous sommes victimes du terrorisme international, que ce qui se passe chez nous procède de cela, que chez nous il y a des faux nés quelque part, et que si nous ne faisons pas attention, ce sera un réveil brutal. Et l'un d'entre ceux-là d'ailleurs, que nous avons vu à l'œuvre dans le Nord Mali, n'a pas hésité à sortir du bois pour proclamer son allégeance au Khalifa de l'État islamique. Donc le danger que nous dénonçons, qui se profile à l'horizon, est bel et bien là. Et quand je vois aujourd'hui le choc que le monde entier a subi hier, avec la décapitation de Hervé Gourdel, je crois que le temps n'est plus à de vains discours. Il faut que le monde s'unisse pour agir et bouter ce monstre-là hors des cercles du monde civilisé, du monde des hommes, de ceux qui méritent le nom d'hommes. C'est ce que je veux dire. Et je crois que l'ensemble de l'agenda de l'Assemblée générale a été finalement changé. Et pour la première fois d'ailleurs, vous avez vu le président Obama présider cette session hier extraordinaire
du Conseil de sécurité auquel nous avions été invités. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, toutes tendances confondues, de quelque horizon que l'on fût, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on s'unisse, qu'on unisse les forces, qu'on les mutualise pour le combat contre le terrorisme. Et c'est cela qui est important. En marge donc de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les premières dames d'Afrique, à travers l'OPDAS, leur organisation, ont participé ce matin au tournage de la grande campagne médiatique radio-télévisée à l'échelle continentale pour une génération sans sida. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs comptent ainsi poursuivre les mouvements menés par les pays en vue de réduire le nombre d'enfants nés avec le VIH-Sida d'au moins 90%. Ndesisoko Dembawa, compte rendu. Les premières dames africaines se sont volontiers prêtées à l'exercice des messages vidéo pour la bonne cause. À la suite de la première dame de Madagascar, ce fut au tour de l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, de se retrouver sous les projecteurs pour l'enregistrement de son message dans le cadre de la campagne médiatique continentale contre de nouvelles infections liées au VIH chez les nouveau-nés. La présente campagne souhaite utiliser les voix puissantes des premières dames d'Afrique pour sensibiliser les femmes et leurs familles. Initiée par l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida OPDAS et soutenue par l'ONU-Sida, cette campagne de plaidoyer de haut niveau vise à soulever la nécessité d'accroître l'utilisation et l'accès aux services de soins et de prévention de la transmission mère-enfant. Elle vise également à mettre en évidence les aspects ayant un impact positif sur la vie des femmes et des enfants. Keïta Aminata Maïga et ses sœurs insistent entre autres sur la nécessité de favoriser l'accès à l'information et aux médicaments pour maintenir plus de 95% des bébés sans le VIH et exigent la disponibilité des services de prise en charge partout où il n'y en a pas. Les messages des premières dames sont brefs, enregistrés en 3 langues, anglais, français et portugais, afin de personnaliser la diffusion à la radio et à la télévision selon le contexte de chaque pays. Ces messages seront ensuite traduits dans les principales langues nationales pour atteindre un public plus large. L'on s'attend aux premières diffusions d'ici 3 mois dans tous les pays du continent africain. Cela marquera un nouveau tournant dans la riposte contre le VIH-Sida. Le secrétaire général de la présidence de la République est rentré d'une mission du Congo-Brazzaville. Toumani Djimé Diallo était porteur des messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, auprès de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette mission, le secrétaire général a échangé avec le président congolais sur la situation dans le nord de notre pays. Agibou Koulibaly, compte rendu. Lors de la rencontre, le président congolais a exprimé sa volonté d'aider le Mali pour une sortie de crise. Les deux personnalités ont également parlé de renforcement de l'axe Bamako-Brazza dans les domaines de la sécurité, des infrastructures, de l'énergie et des transports. L'émissaire du président Ibeka s'est dit satisfait et rassuré des conseils prodigués par le président Denis Sassou Nguesso. Vous connaissez la situation de mon pays aujourd'hui, qui connaît beaucoup de difficultés de tous ordres, sécuritaire notamment, et le président Denis Sassou Nguesso est connu sur la terre africaine comme étant un artisan de la paix continentale, comme un homme d'expérience. Nous tous, nous avons vécu la façon magistrale avec laquelle il a procédé à la normalisation et à la stabilisation de ce pays. Et ce n'était pas gagné d'avance lorsqu'il prenait les choses en main. Donc nous avons beaucoup de leçons à tirer de cette expérience. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu. J'ai eu l'honneur de recevoir ces idées sur ce qu'il faut faire désormais pour que la Centrafrique retrouve son unité dans une Centrafrique réconciliée. Parce que c'est un petit peu... Nos problèmes sont un peu comparables, Centrafrique et Mali. C'est aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu ce rôle qu'il a joué en Centrafrique, que je suis venu
lui demander le conseil pour le Mali. L'audience s'est déroulée en présence du député Aïdara Chateau Cissé, du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali au Congo-Brazzaville et de Zaïd Ben Barka, conseiller technique à la présidence de la République du Mali. Autre grand titre de cette édition, fin de la mission de la délégation du FMI au Mali, l'institution juge son séjour satisfaisant et dit avoir eu des accords avec le Mali pour avancer. C'est pourquoi les revues du programme du Mali seront présentées en début décembre au conseil d'administration de l'institution. Reportage Sori Ibrahima Keïta. FMI Mali, le contentieux désormais vidé. En attendant le conseil d'administration de l'institution en décembre prochain et primeur au chef du gouvernement. La mission était tout à fait un succès. Donc nous avons trouvé un accord avec le gouvernement du Mali pour aller de l'avant. On s'est mis d'accord sur des engagements fermes et ça nous permettra de proposer les revues du programme du Mali au conseil d'administration du FMI début décembre. Premier facteur du dégel, la volonté gouvernementale de jouer à la transparence via audit du vérificateur général et de la Cour suprême notamment. Les autorités ont fait preuve de beaucoup de transparence en acceptant que les audits qui nous ont permis d'aller de l'avant, l'audit du vérificateur général et l'audit de la Cour suprême, soient publiés. Donc ça c'est une action préalable sur laquelle on est tombé d'accord. Autre facteur de dénouement, l'engagement du gouvernement à publier un rapport sur les personnes épinglées dans le cadre des surfacturations, à mettre en œuvre les recommandations de l'audit sur les constatations parmi lesquelles le contrat militaire était surfacturé. Donc le gouvernement a pris l'engagement de ne pas payer la partie qui est surfacturée et d'adopter la même attitude pour tous les contrats, tous les contrats d'achat militaire. Et ça a permis de revoir à la baisse les contrats qui étaient prévus. Il y avait beaucoup de contrats qui avaient été lancés, mais sans crédit budgétaire. Dès que le gouvernement s'est rendu compte de cela, notamment à l'aide de ces deux audits, il a pris les choses à bras le corps et il a considérablement réduit les contrats. Il a dû en annuler également, de telle sorte qu'on est tombé d'accord pour une loi de finances rectificative, une nouvelle loi de finances rectificative en 2014. On a identifié 30 milliards de dépenses pour lesquelles il n'y a pas encore de crédit dans la loi de finances rectificative et que le gouvernement va prendre en charge avec une loi de finances rectificative en 2014. Donc ça, c'est une partie de l'engagement. Donc on a un accord pour le cadrage en 2014 qui s'appuie sur une loi de finances rectificative et on a aussi un accord pour le budget de l'année prochaine. 15 jours de mission marathon avec comme interlocuteur le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, des présidents d'institutions, le directeur de la BCEAO et autres représentants de la société civile, du privé et des syndicats. Après avis favorable de la mission, prochaine étape, le conseil d'administration FMI de décembre pour un feu vert définitif relevant désormais du secret de Polichinelle. Juste après cette rencontre, la délégation du FMI a animé une conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Sori Ibrahima Keïta. Parlons encore des activités du chef de l'État. Le président de la République poursuit son séjour à New York où il prend part à la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Ce matin, le chef de l'État a participé à un déjeuner pour le lancement du rapport du programme des Nations Unies Faire reculer le paludisme. Ibrahim Boubacar Keïta est venu soutenir la candidature de notre compatriote Dr Traoré Fatoumata Nafo au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le chef de l'État a aussi présidé une réunion de l'organisation Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation, qui a décidé d'aider le Mali à renforcer son système de santé. Plusieurs autres rencontres étaient au programme du président Keïta dans la journée. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly.
Agenda chargé du président de la République à New York. Ce jeudi, le chef de l'État a d'abord pris part à un déjeuner pour le lancement du programme des Nations Unies Faire reculer le paludisme. Il est dirigé par Dr Traoré Fatoumata Nafo. Le document indique que 3,3 millions de personnes sont décédées à cause du paludisme entre 2001 et 2012 en Afrique au sud du Sahara. 90% sont des enfants de moins de 5 ans. Pour le docteur Nafo, les efforts doivent continuer pour faire face à la maladie. Il ne s'agit pas de faire la lutte contre un problème de santé unique, mais comment nous, ensemble, tous, nous pouvons travailler dans le sens de créer un meilleur monde, un monde sans maladie, un monde de bien-être, un monde sans pauvreté. Et la lutte contre le paludisme est justement se situe dans cette droite ligne. Donc c'était important pour nous de faire passer ce message et que pour lutter contre le paludisme, ça ne nécessite pas de trop gros moyens, ça nécessite l'engagement des uns et des autres. Cette réunion mobilise un parterre d'institutions internationales de la santé et de mécènes. Une autre véritable opportunité pour le président de la République de venir soutenir la candidature de Dr Traoré Fatoumata Nafo au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle abat un travail fabuleux au plan mondial. La lutte contre le paludisme. Elle en est la directrice exécutive. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a fait la démonstration que son ambition de servir à un autre niveau l'ensemble du continent n'est pas une ambition démesurée. Elle est à la hauteur. Et c'est avec grande fierté que je l'ai écouté faire ce merveilleux discours en anglais, un anglais parfait. Et je crois que tout l'auditoire était sous le charme. Donc bon vent Fatoumata et Inch'Allah, nous gagnerons. Le chef de l'État a également présidé une réunion de l'organisation Gavi. C'est l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation. L'organisation a décidé d'aider le Mali à renforcer son système de santé. Elle a introduit dans le programme de vaccination nationale du pays un vaccin contre le rotavirus, l'une des principales causes de diarrhée sévère. Juste après, le président Ibeka a reçu en audience Van Rompuy, président du Conseil européen. La coopération entre le Mali et l'Union européenne et des questions d'actualité étaient au cœur de leur entrevue. Ibrahim Boubacar Keïta a ensuite pris part à une rencontre de l'international socialiste en présence de plusieurs autres chefs d'État, notamment Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mohamed Ali Bachili, se rend ce jeudi 25 septembre 2014 à Paris, où il participera à la 4e réunion des donateurs pour le développement du Mali, Ensemble pour le renouveau du Mali. Cette réunion aura lieu du 25 au 30 septembre 2014 et porte sur le suivi des engagements de Bruxelles, notamment l'état de la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale s'est réunie en séance plénière extraordinaire ce jeudi. Plusieurs projets de loi étaient à l'ordre du jour. Cependant, au terme de cette journée, seule la loi portant ceci à la révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2014 a été adoptée. Le compte rendu de Alousseni Touré. C'est par 137 voix pour, 0 contre, 0 abstention que les élus du peuple ont voté la loi portant sursis à la révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2014. Au terme de cette loi, l'Assemblée nationale autorise le gouvernement à procéder à un recensement à caractère électoral en lieu et place de la révision annuelle des listes électorales, celle-ci ayant lieu chaque année. L'avantage de cette opération exceptionnelle est qu'elle prend en compte les nouveaux majeurs, les omissions et les erreurs. L'article 39 dit que chaque année, à partir du 1er octobre, il doit y avoir une révision annuelle des listes électorales. Mais il se trouve que cette année, le gouvernement est dans la disposition de procéder au RAVEC. Et le RAVEC va servir à prendre en charge cette révision annuelle. Il y aura une opération de recensement à caractère d'état civil. Et le gouvernement a juste voulu se conformer à la loi. Et c'est pourquoi il a demandé l'autorisation du Parlement pour pouvoir, en lieu et place de la révision annuelle, d'aller vers le RAVEC. C'est le ministre Sada Samake qui défendait cette loi au nom du gouvernement. Après quelques discussions, la loi a été finalement votée pour permettre le démarrage de cette opération dès le 1er octobre prochain. La suite des travaux est prévue pour demain vendredi à partir de 10h.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a l'honneur d'inviter les candidats à l'élection législative partielle dans la circonscription de Yorosso à communiquer les noms de leurs mandataires, titulaires et suppléants à la Direction générale de l'administration du territoire et au préfet du cercle de Yorosso. La Norvège vient de donner son quitus pour le financement des travaux de la réhabilitation des infrastructures dans le septentrion malien. Le montant de cet accord de financement s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce sont là les principales clauses d'un accord signé hier par l'ambassadeur de la Norvège au Mali et le directeur du programme des Nations Unies pour le développement, Ramata Konaté, reportage. Plus d'1,3 milliard de francs CFA, c'est le montant que la Norvège vient de mettre à la disposition du PNUD pour la réhabilitation des bâtiments publics, dont les palais de justice, les bureaux des commandants de cercle. La Norvège, à travers cet agrément, veut donner un appui à le retour de l'État de droit et aussi à la restauration de l'État au nord du Mali. Ce financement vient augmenter le volume de dons au PNUD pour la relance des activités au nord du Mali, ce qui justifie en partie ce sentiment de joie du programme onusien pour le développement. Le PNUD est d'abord honoré de cette visite que nous rend Madame l'ambassadeur du Royaume de Norvège, accompagnée de 2 de ses collaborateurs, pour venir signer cet accord de financement d'un montant de 3 millions de dollars qui va servir en fait à la restauration de l'état de droit au nord du Mali et du redéploiement de l'administration dans cette même partie du pays. Cette contribution de la Norvège vient appuyer les efforts des autorités maliennes dans leur volonté de relancer le développement socio-économique du pays. Le ministre de l'Éducation nationale remercie l'AEM pour l'accalmie qui a prévalu au cours de l'année scolaire écoulée. Madame Togola, Jacqueline Nana, était sur place où elle a visité le siège du mouvement en commune 5 du district de Bamako. Les élèves et étudiants n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude devant le système LMD. Moïse Traoré, reportage. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, reçoit le ministre de l'Éducation nationale au siège du mouvement en commune 5. Il ne s'agit pas d'une séance de travail, mais les syndicalistes égrènent quelques doléances. Des professeurs qualifiés qui vont dispenser, n'est-ce pas, dans laquelle nous pouvons bien s'asseoir et poursuivre les cours. Des bibliothèques dans toutes les écoles, sans exception. Nous voulons créer un cadre partenarial. C'est-à-dire que tous les 3 mois, par exemple, on se retrouve pour faire le point. Et nous nous battons pour trouver solution autant que faire se peut. Si l'assainissement du milieu scolaire est entamé par le département de tutelle, les élèves et étudiants se disent inquiets de leur niveau d'études devant le système LMD. Aujourd'hui, si nous avons pu avoir une éducation comme il faut à l'enseignement secondaire et à l'éducation de base, nous sommes sûrs qu'avant d'arriver à l'université, nous serons prêts pour affronter ce système. Comment avoir le niveau quand vous achetez les sujets? Quand on nous donne des sujets traités? Comment avoir le niveau quand des parents complaisants pensent que c'est la formule pour faire passer leurs enfants à des examens? Pour mieux s'imprégner des problèmes du secteur, il y a 1 an, le ministre nommait comme chargé de mission un jeune cadre bien imprégné des dites difficultés. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le mois lunaire Zul Hajja ou Célibat Kallo n'a été aperçu dans aucune des localités de notre pays à la date du mercredi 24 septembre 2014.
En conséquence, le mois lunaire Zul Hijja ou Célibat Kalo débutera au Mali le vendredi 26 septembre 2014 et la fête de Tabaski sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national le dimanche 5 octobre 2014. Kalo est là, le mouton également. Lancement ce matin au terrain Chaba de Lafiabougou de la 6e édition de l'opération Tabaski. La vente promotionnelle de moutons sur le territoire national concerne cette année 4 sites à Bamako et 3 régions pour 7000 têtes au total sur le marché de Bamako. L'initiative est du gouvernement de la République du Mali à travers le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, Padezo. Nyanya Aliou Traoré était parmi les moutons. Voici son compte rendu. Même période, même lieu, même rendez-vous. La veille de la fête de Tabaski, le terrain Chaba de Lafiabougou renoue avec sa traditionnelle bêlement de moutons. L'opération Tabaski, pour sa 6e édition, vient de donner son top départ. Les moutons qui proviennent de Nara et de Nioro du Sahel sont cédés entre 25 000 et 5 000 francs CFA. Pour l'édition de cette année, au niveau de Bamako, il y a 4 sites qui sont retenus. Il y a le site de l'hippodrome, le terrain de Chaba. Ensuite, il y a le site de Sogoniko, à côté du lycée Lanterne. Il y a aussi le site de Torokorobougou. Les prix varient en 3 catégories. Première catégorie marquée au vert, ça c'est de 75 000 à 100 000. Deuxième catégorie marquée au jaune, ça de 50 000 à 75 000. Et la dernière catégorie, ça c'est de 25 000 à 50 000, marquée au rouge. Ici, au terrain Chaba, les clients sont déjà sur place. Je trouve que le prix est abordable par rapport à ce que nous voyons, disons, en ville. Et c'est une habitude pour moi. Ça fait la 4e ou la 5e fois que je viens payer ici. Ce taux de clients lui fait grise mine. À son avis, les prix ne sont pas assez abordables et les moutons pas assez dodus. Au même moment, ce taux acheteur a trouvé chaussure à son pied. On a eu quelque chose qui nous a coûté 65 000. Moi, quand même, je dirais aux autres de venir massivement ici. Pour acheter les moutons, sont ici quand même à notre disposition. Bon, on va faire grillade, on va faire tout. Tout ce qui est bon. On va mettre sur le tiep et griller même. Voilà. La tête, quand même, on va faire la sauce. Voilà, en tout cas, l'objectif visé par le gouvernement. Offrir le plus de choix et à des prix imbattables le mouton de fête de Tabaski à chaque ménage malien. Nous avons tenu vraiment cette année, c'est la 6e édition, à l'élargir à d'autres localités du pays. Donc la région de Caille est concernée pour à peu près 700 têtes. Et nous avons aussi la région de Koulikoro pour 750 têtes. Bamako, nous avons prévu 7000 têtes au niveau de Bamako. Et la région de Ségou aussi pour environ 1000 têtes. C'est en 2009 que cette vente promotionnelle de moutons de Tabaski a commencé. Elle est conduite par le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, Padezo. Dans le même registre, la grande mosquée de Bamako doit avoir un nouveau visage, surtout en cette veille de fête de Tabaski. C'est du moins le point de vue du ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Oumar Asdiallo, qui a fait un tour à la grande mosquée de Bamako. Nous l'écoutons au micro de Batraoré. La grande mosquée, c'est une fierté nationale. C'est la grande mosquée de Bamako, mais du Mali. Nous nous acheminons vers la fête de Tabaski. Là, il est le Krébir. Et donc, il est bon que je fasse un tour afin de constater comment vit cette mosquée, comment elle est. Le constat est lamentable. On se rend compte qu'elle est presque attaquée dans son intégrité, dans un état très obsolète presque, au regard des lézardures qu'on a sur les murs, la vétusté de certaines parties. Aussi, comme je l'ai dit, l'envahissement par tout ce monde à l'alentour, et qui n'est pas du tout séant pour un édifice aussi de lieu de grande spiritualité. Je suis là au nom du gouvernement, du président de la République, pour voir cela et voir quelles corrections nous pouvons apporter et dans un bref délai, comment donner une belle robe à notre grande mosquée de Bamako. Promouvoir les droits de la propriété intellectuelle, c'est l'objectif d'un séminaire ouvert aujourd'hui à Bamako. Les participants vont passer en revue les enjeux de la propriété intellectuelle. L'exercice devra contribuer au développement économique à travers la valorisation des œuvres matérielles et immatérielles. Agali Adagissa nous en parle.
La coalition malienne des droits de l'enfant et son partenaire, la Fondation Noman pour la liberté, œuvrent pour l'humanisation des prisons. Elle organise dans ce cadre un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la justice et des organisations de la société civile. Donc le renforcement des capacités des acteurs dans ce domaine, à travers la mise à niveau des connaissances des acteurs sur les relations entre le parquet et la police judiciaire, la dotation des organisations de la société civile, de connaissances sur leur rôle et responsabilité dans les actions de socialisation et humanisation sera une valeur ajoutée qui, j'en suis sûr, favorisera une meilleure humanisation des milieux de privation de liberté. Cette collaboration qui a commencé avec la Fondation Naumann, avec la COMAD, la Coalition malienne des droits de l'enfant, va continuer et nous avons d'autres thèmes aussi à traiter bientôt dans un futur très très proche. Des actions visibles qui contribuent sans nul doute à la sauvegarde des droits humains. C'est pourquoi le département en charge des droits de l'homme se réjouit de cette initiative. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme a bien perçu la problématique du respect des droits humains au sein des lieux privatifs de liberté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur le plan institutionnel, une politique de réforme judiciaire majeure et globale est en cours d'élaboration au sein du département et dont un des volets essentiels au cœur de la réforme est le sous-secteur de l'administration pénitentiaire. À l'issue des travaux qui durent 3 jours, les participants devront produire un rapport après la synthèse des débats des groupes thématiques. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a enregistré la présence de 2 membres du gouvernement. 2 réunions interministérielles se sont tenues ce matin à la primature. D'abord, celle du comité permanent interministériel de gestion des épidémies pour faire le bilan des activités de lutte contre le virus Ebola dans notre pays, qui n'a enregistré à ce jour aucun cas. Ensuite, la réunion du comité interministériel sur les fonciers. Moussa Fane a suivi ces 2 rencontres pour Mali Actualité. Suivons son compte rendu. Réduire les conflits fonciers, améliorer la gouvernance de l'environnement des affaires, ce sont autant de sujets évoqués au cours de cette rencontre. La rencontre visait aussi à faire l'état des lieux par rapport aux problèmes fonciers et dégager des pistes de solutions. Nous avons passé un peu en revue les grands dossiers qui aujourd'hui nous préoccupent en termes de conflits, conflits déjà actifs, de conflits latents. L'objectif, c'est que nous ayons plus d'efficacité dans la gestion de ces problèmes-là, pour que l'État retrouve ses droits, que les situations aussi soient confortées, les citoyens soient confortés dans leurs droits. Nous ne serons en sécurité que si nous respectons tous la loi en cette matière-là. Le gouvernement a aussi engagé des réformes du secteur foncier à l'horizon 2018. Pour mener à bien cette réforme, il a décidé de suspendre la vente des terrains de l'État. Nous avons engagé une grande réforme de la gestion foncière qui, à l'horizon 2018, va nous permettre de disposer d'un système d'information foncière de type cadastre. Et ça passera par la relecture d'un certain nombre de textes, ça passera par la réduction du nombre d'acteurs dans le foncier. Nous avons pris une mesure d'urgence qui consiste à geler la cession et l'attribution de terres de l'État aux particuliers, personnes physiques ou morales. Il ne s'agit pas des transactions entre particuliers. Nous avons décidé, pour ce qui concerne l'État, de procéder à un gel pendant 6 mois. Et si c'est nécessaire, nous allons le renouveler. Après cette première rencontre, le comité permanent interministériel de gestion des épidémies s'était lui aussi réuni autour du Premier ministre pour faire le bilan des activités de prévention contre le virus Ebola. Un bilan qui concerne la période d'août à septembre 2014. Le dispositif mis en place à travers le pays a permis d'effectuer 22 prélèvements. Ces prélèvements se sont avérés négatifs. Nous avons des cordons sanitaires qui travaillent aux principales frontières et des équipes mobiles qui circulent le long des différents points d'entrée des frontières. Nous avons également une activité de diagnostic en laboratoire. Nous travaillons avec le laboratoire CEREFO de l'école de médecine qui nous aide à examiner tous les cas suspects. Il y a un comité interministériel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons besoin d'autres compétences pour renforcer nos capacités. Je dois rappeler que cette lutte contre Ebola
nous rappelle qu'il y a certaines pratiques qui devraient être des pratiques normales dans un milieu de soins. Donc nous voulons profiter de cette lutte pour accélérer la mise en norme de l'ensemble de nos centres pour les pratiques d'hygiène. Selon le ministre de la Santé, le suivi régulier des activités des cordons sanitaires et des sites d'isolement s'est fait par les directeurs techniques des centres de santé des villes frontalières avec la Guinée. Je vous le disais dans les titres, la société civile malienne a organisé cet après-midi une grande marche de soutien au gouvernement. La marche visait également à s'opposer à tout projet de division du pays. Les marcheurs soutiennent le processus de réconciliation nationale, mais dans un Mali un et indivisible. La marche est partie de la place de la Liberté pour s'achever au monument de l'indépendance. Retour sur le film de cette grande mobilisation avec notre reporter Bourama Traoré. Des centaines, des milliers, difficile d'estimer le nombre de personnes présentes à cette grande marche. C'est donc un Mali pluriel, diversifié mais uni qui donne de la voix. Par cette mobilisation exceptionnelle, les Maliens réaffirment avec force leur appartenance à une seule et même république et pas question de remettre en cause l'unité nationale. Nous avons estimé que notre pays, constitutionnellement, est basé sur une unité, une intégralité de son pays. Et nous ne sommes pas d'accord pour quelques personnes que ce soit, que cette unité soit confisquée, qu'elle reste un Mali uni, un Mali un Mali indivisible, démocratique, laïque et social. C'est la société civile malienne dans sa diversité qui est à l'origine de cette grande marche. Marche dont l'un des objectifs est de faire échouer les projets séparatistes. Pour dire aux séparatistes, aux ennemis du Mali, que le peuple du Mali, la société civile du Mali, en répondant à l'appel de leurs leaders religieux, dit non à l'indépendance, non à l'autonomie, non au fédéralisme, non à un statut particulier pour un secteur du Mali, non les autres secteurs. C'est ça l'objectif de notre marche. Ça, c'est la voix du peuple du Mali. Le Mali ne sera pas divisé. Non le fédéralisme, non le statut particulier de l'Azawad, non la partition, non l'autonomisation. Oui, l'intégrité territoriale du Mali. La marche est partie de la place de la Liberté et s'est achevée au monument de l'indépendance. Tout au long du trajet, les marcheurs scannaient des slogans hostiles aux groupes armés indépendantistes et les organisateurs réaffirment leur soutien total aux autorités nationales. Réaffirmons notre engagement à veiller et à rester fidèles à la devise du Mali. Un peuple, un but, une foi. À cet effet, nous, société civile du Mali, disons non à toute forme d'indépendance, non à toute autonomie, non à toute forme de fédéralisme et à toute forme de statut particulier. Cela est une évidence. Rien ne peut résister devant un peuple uni et solidaire. Et les Maliens ont démontré à travers cette marche qu'ensemble on peut réussir et atteindre nos objectifs. On en a marre. On a marre, on est fatigué. On a marre, le Mali est un peuple uni. Le Mali est un peuple pacifique. Nous avons assez encaissé. Donc nous, on veut, en tant que femmes, on veut que ça cesse, que ça s'arrête. Qu'on n'a pas besoin de ça, qu'on a besoin du développement optimal et durable du Mali. Nous disons oui à un Mali unique. Oui à un Mali laïque. Oui à un Mali prospère. Aujourd'hui, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. On est les mêmes. On se bat pour le Mali. Vive le Mali. Amani ala fe ya rabbi anya nimbara inke chugomi ka jira ka fo jamana intetla wa tetla ai ate toromoda ate singa mama jamana nye kelende amani ni malion ve am vlene ka nyogon tegel mina chugomi jamana bela jelen ka nyogon menete beka be
kurtu ni furuku o ka ban jamana kono an ka ɲɛsi à l'essentiel min y'an ka jamana ye. Ala ma an bila politiki ko sira kan mais an b'an faso fɛ an ti fanga ɲini nka an bɛ Mali fɛ an ti ɲɛmɔgɔya ɲini nka an bɛ Mali fɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ani min bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn min don jamana gɛlɛyaw donna a kɔnɔ an y'a miiri an tɛ se k'an sigi k'an faso filɛ tan an tɛ politiki mɔgɔ ye mais an b'an faso fɛ an b'an faso lafiyali fɛ. An tɛ Mali mɛtiri kelen di mɔgɔ ma u k'o bɔ u hakili la minnu b'o kuma fɔ k'u b'u dɛmɛ n'o kuma ye k'u bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ nkalon an jɔlen don hali sini Mali tɛ di. Mali tɛ di bi a tɛ di sini mɛtiri kelen tɛ di an ka jamana y'an ta ye. Cette démonstration de force est le début d'une série d'actions visant à défendre corps et âme l'intégrité territoriale du Mali. Les séparatistes et leurs acolytes sont donc avertis. Nous reviendrons sur les temps forts de cette marche avec des interventions en Bambara demain soir après le journal télévisé. Bientôt, un document de politique nationale de développement du sport au Mali. Les différents acteurs du domaine se concertent pour doter le sport malien de textes pour une meilleure gestion des disciplines et des infrastructures sportives. Khalifa Namatraoré, reportage. Véritable phénomène social, le sport constitue un élément de développement socio-économique et culturel. À ce titre, il a besoin d'une administration efficace et de textes régissant sa bonne pratique. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports, s'est donc attelé à élaborer un document de politique nationale de développement et de promotion du sport. Spécialistes ou experts des sports, responsables des fédérations et associations sportives, anciens ministres du département et journalistes, tous se sont engagés à identifier les difficultés qui entravent le plein épanouissement du sport au Mali afin d'en trouver des solutions durables. Cette volonté politique d'impulser et de coordonner les activités physiques et sportives a été constante au niveau des différents gouvernements de la République à travers des actions phares. Cette politique nationale de développement et de promotion du sport, dont l'adoption sera une première dans notre pays, ambitionne de réaliser un certain nombre de chantiers, notamment la création de l'Agence nationale de développement du sport, ANDS, la mise en place d'un fonds national de développement qui intègre également le programme de soutien aux anciennes gloires du sport malien, la création de l'Office de gestion des infrastructures sportives, l'institution de l'ordre du mérite sportif, la redynamisation du sport scolaire et universitaire, la création de l'inspection des sports, pour ne citer que ceci. Ces documents de politique nationale des sports doivent permettre aux différentes disciplines d'être plus viables, plus compétitives sur l'arène internationale et même plus professionnelles. Rencontrer les acteurs du monde rural, échanger sur l'état d'exécution du plan harmonisé de la campagne agricole 2014-2015, tel est l'objectif de la visite du ministre du Développement rural à Nara et à Kolokani. Au cours de cette visite, Bokari Tereta a trouvé des pistes de solutions à certains problèmes qui constituaient un obstacle à l'exécution correcte du plan de campagne en cours d'exécution. Envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé, Tchedje Kamara. Cette visite du ministre du Développement rural à Nara a pour but d'échanger et d'analyser avec l'ensemble des acteurs du secteur rural le plan harmonisé des campagnes 2014-2015. Bien que jugé insuffisamment harmonisé, le plan de campagne agricole 2014-2015 promet à Nara. Je dois dire hélas, il y a une grande rupture du point de vue communication entre le sommet et la base. Nous avons beaucoup de choses à revoir en termes de réglages, en termes de communication. Cela fait plusieurs mois que nous parlons de plan de campagne harmonisé et consolidé. Nous avons décidé de le décliner courant campagne 2014-2015 en plan de campagne régionale, en plan de campagne locale. Apparemment, le travail n'a pas été suffisamment fait. Le ministre du Développement rural a insisté sur l'intégration dans le plan harmonisé de la campagne les filières lait, viande, poisson et œufs. Au ministre, les éleveurs de Nara ont signalé les difficultés liées à la transhumance. Notre deuxième objectif stratégique, satisfaire l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, n'est plus réussi que si nous développions et l'agriculture et l'élevage. Donc Nara doit travailler à mettre en équilibre l'agriculture et l'élevage. Malheureusement, l'extension des champs
commence à obstruer progressivement vraiment les voies de passage des animaux, les pistes de passage. Il y a aussi des fois des faits d'hommes. Nous avons réaffirmé les principes. Nous voulons bâtir un état de droit. Au cours de la visite des réalisations du Prodesen et du Padezo, des projets partenaires du monde rural à Nara, la gestion du parc à bétail a été mise au point. Problème qui était un obstacle au fonctionnement correct de cette infrastructure. Contrairement à Nara, Kolokani a présenté un plan de campagne qui allait dans le sens des préoccupations du département. À Kolokani, la campagne agricole promet. Cependant, le manque de passage d'animaux, des ressources humaines et de pâturage sont entre autres problèmes évoqués. Un autre problème et non des moindres est le dysfonctionnement du centre laitier de Nyonzombougou. Sur une prévision de 400 litres par jour, ce centre produit seulement 30 litres. À ce niveau, Bokari Trinta a insisté sur l'implication de tous les acteurs de la filière lait dans la zone pour un ravitaillement correct des centres. Monde rural toujours à Sikasso, visite d'échange sur l'impact de l'utilisation des engrais organiques et biofertilisants, l'accroissement de la production et de la productivité en milieu paysan. Une journée porte ouverte sur les parcelles test dans la ferme sémencière de la CMDT vient de se tenir dans le village de Dé. Objectif, sensibiliser les producteurs agricoles sur la bonne pratique culturelle. Reportage d'Aouda Diakité. Ils étaient plus d'une centaine d'acteurs du monde agricole venus des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso et les districts de Bamako pour cette visite d'échange sur des parcelles dans la ferme sémencière de la CMDT filiale sud dans le village de Dé. Une initiative de la Société africaine de distribution et partenaire de la société Éléphant Vert Mali et Toguna Agro-Industrie. Aujourd'hui, il y avait à peu près 120 personnes pour pouvoir montrer les résultats de l'application du biofertilisant Fertinova. C'est d'apporter aux producteurs une rentabilité économique, c'est-à-dire d'avoir des achats d'intrants qui sont diminués par rapport à la dose de Fertinova qu'on pourra apporter à un prix compétitif pour avoir un rendement sur le coton qu'on estime à peu près à 30% supplémentaire par rapport au rendement qui existe aujourd'hui. On a vu que l'aspect végétatif des parcelles fertilisées à base de Fertinova était meilleur par rapport aux autres parcelles et les épis quand même étaient bien développés. Une démarche en phase avec la vision des plus hautes autorités qui œuvrent pour faire du Mali une puissance agricole d'ici à l'horizon 2018. Ces démonstrations nous ont permis de voir beaucoup de choses. Et ça a vraiment des effets positifs pour notre productivité. Les échanges qui ont suivi la visite des parcelles de coton et de maïs hybrides soumis aux tests ont permis à l'encadrement technique et producteurs agricoles de mesurer les potentialités des engrais organiques et biofertilisants sur les rendements des productions agricoles. Lancement le week-end dernier à Bout-de-Faux dans le cercle de Kita des activités du projet Une école, une unité de soins. Le projet ambitionne de construire 5 écoles avec une unité de soins et un forage dans les 5 des 33 communes de Kita. Envoyé spéciaux, Sokona Kamisoko, Abdraman Keita. La pose de cette première pierre à Bout-de-Faux dans le cercle de Kita marque le lancement du projet dénommé Une école, une unité de soins. Le projet envisage de construire 5 écoles de la première année à la 6e année avec une unité de soins et un forage dans 5 des 33 communes du cercle de Kita. Nous voulons faire un transfert de compétences. Nous avons une expertise. Nous souhaitons mettre cette expertise à la disposition de la population. On va les assister pendant un certain temps. Sinon, le projet, ça a duré indéterminé. Le montant est un peu élevé parce qu'un kit fait 103 millions avec les équipements. Si vous multipliez ça par 200, vous faites une idée de ce que ça peut coûter. Le projet se réalise grâce à l'accompagnement de la Société africaine de commerce général et de construction SACOGECA. Ces structures, ces kits permettront, je l'espère, à vos enfants d'évoluer dans d'excellentes conditions et devenir, j'espère, les cadres prochains de ce pays. Les autorités coutumières et administratives ont salué cette initiative, tout comme le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le député élu à Kita a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations bénéficiaires. Je vous lance cet appel pressant. Il s'agit de vous approprier de ce cadeau pour que nos populations en soient
de véritables bénéficiaires. Aux populations d'avoir une capacité de compréhension diligente afin d'adhérer à toute forme organisationnelle positive pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Chers partenaires, vous venez d'engager aussi une véritable lutte pour la réduction de la pauvreté dans le cercle de Kita. La prestation des artistes du terroir a donné un cachet particulier à l'événement. Une autre action de bienfaisance, 24 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé par la MINUSMA pour la réhabilitation et la dotation en équipement de la brigade territoriale de la gendarmerie de Tombouctou. Une action de solidarité de la composante police MINUSMA saluée par la hiérarchie militaire malienne. Reportage Yeya Tandina. C'est dans le souci de mener à bien la mission régalienne des forces de sécurité que la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, à travers sa composante police, MINUSMA, vient de réhabiliter et équiper la brigade territoriale de la gendarmerie de Tombouctou. La MINUSMA, à travers sa composante police, n'a cessé d'être aux côtés de la gendarmerie en vue de développer ses capacités opérationnelles et d'assurer ainsi une gendarmerie au plus près de nos populations, une gendarmerie capable d'évoluer pleinement à la protection des personnes et de leurs biens. 5 motos, du matériel informatique et la réhabilitation du bâtiment ont coûté 24 millions de francs CFA. La MINUSMA n'agit pas seule. La MINUSMA agit avec les autorités maliennes et c'est une préoccupation du directeur général de la gendarmerie qui a déjà exprimé qu'il y travaille. Et bien entendu, la MINUSMA ne va pas épargner ses efforts pour soutenir les autorités maliennes. Mais ce n'est pas uniquement un problème local ici. Dans certaines localités, on fait face à d'autres problèmes. Mais ensemble, c'est des efforts convergents qui vont donner des bons résultats. Cette gendarmerie vient de promettre, ils en feront un très bon usage. Et ils ont ajouté jalousement. C'est sûr et certain qu'ils seront dans les conditions. Les correspondances sont ainsi effectuées à cet effet et nous suivrons jusqu'à ce qu'on arrive à point de les mettre dans les conditions requises. Coupure de ruban, remise de matériel et la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie inaugurale. En 5e région, le programme Chantier des jeunes et volontariat est désormais opérationnel dans le cercle de Yuwaru à travers cette activité pilotée par le Centre national de promotion du volontariat au Mali. Il s'agit d'utiliser au bout de 30 jours 200 jeunes dans des activités de haute intensité de main-d'œuvre et 25 autres jeunes, cette fois-ci des diplômés sans emploi comme des volontaires d'urgence dans les domaines de la santé et de l'éducation. Reportage Yacouba Maïga. Après Ténékou, c'est le cercle de Yuwaru qui est l'heureux bénéficiaire de l'accompagnement du gouvernement au titre de la résilience de la jeunesse. Un accompagnement qui se traduit par la mise en route dans cette localité fortement affectée par les effets de la crise sécuritaire du programme intitulé Chantier des jeunes et volontariat sous l'impulsion du Centre national de promotion du volontariat au Mali. Ces activités d'assainissement, de volontariat sont des activités citoyennes qui vont occuper pour le chantier des jeunes 200 jeunes au terme de 30 jours que durera le projet et 25 volontaires dans la santé et l'éducation pour renforcer les capacités des communautés au niveau des volets très sensibles que sont la santé et l'éducation. Cette démarche, jugée novatrice par les autorités administratives et politiques du cercle de Yuwaru, s'inscrit tout simplement dans la logique de la vision du changement du président de la République et du gouvernement au titre de la création d'emplois et de l'éducation à la citoyenneté. Nous voulons qu'avec cette opération-là, les jeunes de Yuwaru apprennent à connaître leur pays, les institutions du Mali, et puis comment est-ce qu'elles fonctionnent, et vraiment leur devoir, leur contribution à la vie de la commune, à la vie de la nation. Ce programme Chantier des jeunes et volontariat est une initiative du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord à travers son volet filet social en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. On va souffler maintenant avec cet élément culturel, ouverture officielle de la 10e édition du Festival international de musique au Mali, dénommé Tamani d'Or. L'événement avait pour cadre l'esplanade du palais de la culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako. La manifestation rassemble les artistes musiciens maliens et étrangers, les producteurs et les managers des spectacles. Modibo Soirée était sur place, voici son compte rendu.
Cette manifestation culturelle vise essentiellement la promotion de la musique malienne et plus généralement celle du continent africain et de sa diaspora. Véritable espace de rencontre et d'échange, le Festival international de musique au Mali se veut avant tout une plateforme d'intégration des cultures africaines à travers la musique. Cette année, le thème choisi par l'agence Pacte Afrique, la MINUSMA et leurs partenaires est intitulé Spécial Paix et Réconciliation nationale au Mali. Nous avons décidé d'encourager les ONG, les associations, des artistes et d'autres institutions qui travaillent actuellement pour le retour de la paix au Mali. Pour ce rendez-vous 2014, la délégation générale des Tamani proposera aux festivaliers et au public bamakois plusieurs activités qui cadrent avec la thématique du festival. Des ateliers de formation du monde de la culture, des conférences-débats, des expositions, des concerts. Bref, le cours de la manifestation sera la soirée de remise des trophées appelés les Tamani d'or prévus ce vendredi soir au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Au-delà de l'hiatus connu ces 12 derniers mois, le Mali renaît et vous venez annoncer cette renaissance avec les belles couleurs que sont la musique, l'art et en général la culture. Tamani festival musical, festival culturel, thème principal la réconciliation. Je crois que vous ne pouvez pas en trouver meilleur. Merci à la MINUSMA qui nous accompagne dans cette situation. Ce qu'aujourd'hui nous souhaiterions sortir de cette crise, mesdames, messieurs les artistes, vous avez montré la preuve. Combien de mouvements vous l'avez fait, de musique, de chant, de peinture, d'exposition, créés pour la paix, pour l'unité. Outre l'animation musicale assurée par Cheikhna Sissoko et ses 5 tamans, le groupe Adrar de Kidal et le Burkinabé Ousmane Traoré Flèche, la cérémonie a été marquée par la visite de 2 stands érigés sur le site du festival, autrement dit le village Tamani. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, retrouvez Amara Malé Diallo et j'aurai le plaisir, s'il plaît à Dieu, de vous présenter les éditions du soir. L'info continue sur notre chaîne. Tout de suite, le journal télévisé des formations avec Rachel Tessougué. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.